Bonjour mes amis, j'ai fait une vidéo, j'étais au milieu et il y a une jeune femme qui a démarré une vieille Mercedes 300 SL à côté. Elle faisait le bruit et la fumée d'un chalutier, donc elle m'a ruiné complètement la vidéo, je dois la refaire. Alors en fait, tout d'abord j'aimerais présenter mes excuses pour la tenue, hein, cette vidéo n'était pas programmée. Et puis remarquez que il suffit d'un peu pour se sentir bizarre, se sentir un peu pas dans son élément. Alors je profite de cette tenue pour vous parler d'un truc. Vous savez, c'est une opinion très courante dans les pays du Maghreb que si tu voyages et que tu dois traverser la frontière avec un passeport écrit en arabe, ce qui est en soi presque un crime, euh, eh ben, idéalement, tu dois te raser, porter un costume et tout ça pour éviter justement d'attirer une attention malsaine des autorités sur toi. Voilà. De sorte que très souvent, tu arrives à des frontières où tu vas voir une série de jeunes qui vont passer, tu vas voir des jeunes filles en shorts, tu vas voir des gars avec des t-shirts, d'autres avec des jeans déchirés, d'autres qui portent un gros sac, etc. Et puis soudainement, tu as le pauvre maghrébin qui passe au milieu avec son costume, sa cravate, etc. Je veux dire, genre je tombe comme un cheveu sur la soupe, tu ne fais pas mieux. Et donc voilà, et généralement, il s'attirait avec cette tenue-là, il s'attire plus d'ennui qu'autre chose. Enfin, on dit au bled là-bas, hein, on dit qu'on te respecte si tu es bien habillé. Donc voilà, je suis bien habillé aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas traverser de frontières, mais je peux vous dire, la prochaine fois que je traverserai une frontière européenne, je refuserai de montrer mon passeport. Parce que je respectais les frontières européennes tant que les pays européens étaient des sortes de territoires sur lesquels un certain nombre de peuples, représentés par des autorités, affirmaient une certaine souveraineté sûre, n'est-ce pas? Maintenant que les choses sont en train de partir en vrille, je me demande même pourquoi on impose un visa aux Algériens, par exemple. Moi, j'ai des amis, ils sont cadres, ils aimeraient venir passer un week-end à Londres, ou à Paris, ou à Francfort, ou ailleurs. Et très souvent, ils doivent s'y prendre 6 mois à l'avance, ils doivent se rendre à une ambassade, prendre leur femme, prendre leur enfant avec, ramener des photocopies de passeport, des contrats de travail, bail à loyer, enfin plein de choses, des photos, une lettre de l'employeur, des lettres de référence, des lettres bancaires, etc. Pourquoi? Pour passer un week-end dans une capitale européenne. Alors tout cela se justifiait peut-être à l'époque où il y avait encore une forme de souveraineté de ces pays-là. Mais aujourd'hui que des millions de gens peuvent débarquer sans même dire qui ils sont, sans même dire d'où ils viennent, sans même montrer le moindre document, je trouve que le traitement que nous subissons est un peu injuste. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux classes. Il y a la classe de celle qui veut respecter la loi, enfin la classe des abrutis, hein, des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui respectent la loi. Et puis il y a la classe à côté, des gens qui peuvent passer en fait. Ça signifie que tu as une sorte de frontière symbolique, hein, avec une guérite et une sorte un flic avec un panneau halt écrit dessus. Et puis tu arrives avec tes papiers et puis là ben, on te fait la jambon œuf fromage. Et puis tout autour, il y a plein de gens qui passent. Voilà, qui passent sans montrer rien à personne. Et voilà, donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu la vision que j'ai en tant qu'originaire de l'immigration légale. C'est un petit peu la vision que j'ai. J'ai l'impression d'être un petit peu, hein, d'accord, d'être un petit peu stupide aujourd'hui, de respecter la loi. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi moi, hein, d'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était c'est des sortes d'attaques que je reçois régulièrement ces derniers temps. Et elles m'ont réveillé sur une mentalité absolument néfaste. Je ne réponds pas à ces attaques. Par tradition, je ne réponds jamais aux attaques. Je veux dire, ça fait 7-8 ans que je fais des vidéos, c'est 7-8 ans qu'on m'attaque, je peux vous dire, au bout d'un moment, ça ne touche plus, quoi, tu comprends? C'est sincère, en fait. Mais cette forme d'attaque est très intéressante à répondre à parce que elle, comment dirais-je, elle va révéler une certaine mentalité. Alors je vous explique. Il y a des gens qui me disent, toi, qui est d'origine immigrée, n'est-ce pas? T'es pas né en Europe, t'es un immigré, donc soutenir, tu dois soutenir l'immigrant, d'accord? Tu dois soutenir les migrants. Voilà. Je vais essayer de déconstruire ce que peut comporter cette,
cette invitation, en fait, hein, pour rester neutre. Ça fait 25 ans que je vis en Europe. D'accord? Ça fait 25 ans que je vis en Europe. Il y a des gens qui vivent en Europe depuis plus longtemps que moi. Il y a des gens qui vivent en Europe depuis des générations. Mais bon, soit, prenons mon misérable cas, ça fait que 25 ans que je suis là. J'ai vécu plus en Europe qu'ailleurs, en fait. Numéro 2. J'ai partagé énormément de choses avec les Européens durant ces 25 dernières années. Des choses positives, des choses négatives. J'ai travaillé avec des Européens, je suis sorti avec des Européens, j'ai fêté avec des Européens, je me suis lié d'amitié avec des Européens, je me suis fait mal, enfin j'ai fait mal à des Européens m'ont fait mal, je suis tombé malade, on m'a soigné, j'ai sauvé la vie à des Européens m'ont sauvé la vie. Je veux dire, tout ce que 25 années de vie commune, destin commun peuvent comporter. D'accord? N'importe quelle personne qui a vécu un certain temps quelque part peut faire une liste comme celle que je viens de faire. Maintenant, que des inconnus se présentent à la frontière de l'Europe, n'est-ce pas? En masse. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas d'où ils viennent, pas la moindre idée qui ils sont. Mais en fait, parce que je suis issu de l'immigration, je me dois de abandonner 25 ans de vie commune ici, 25 ans de vie avec ces gens, je dois l'abandonner, et je dois soutenir l'envahisseur. Hein, vous comprenez? Ça signifie que toute ma vie ne se résume qu'à un seul terme, hein, tout ce que j'ai vécu ne se résume qu'à une seule chose, je suis issu de l'immigration. Donc le fait d'être issu de l'immigration devient ma nationalité, mon parti politique, ma raison de vivre, ma raison d'être, mon horizon, tout ça. Et dès que je vois des gens issus de l'immigration, même si c'est des Daesh, n'est-ce pas? Ben je me dois de les soutenir. Hein. J'ai pas d'autre vocation. Et ça, c'est absolument néfaste. Parce que je sais que beaucoup de gens réfléchissent de cette manière-là. Et ce sont des gens qui se flinguent. Je vous donne quelques exemples. Prenez un exemple. Supposons que tu es noir, tu vis en Europe. Ok? Tu es noir, tu vis en Europe. Imaginons que ça fait la 5e génération. Hein, tu représentes la 5e génération dans ta lignée familiale. Ton père est venu, ton arrière-arrière-grand-père est venu, je ne sais pas, d'un endroit en Afrique en 1929. D'accord ? Ta famille a lutté pendant des décennies pour s'intégrer, pour obtenir des droits, pour faire partie de la cité, pour faire partie de la communauté. Et ça n'a pas été facile pour eux. D'accord ? Et aujourd'hui, d'accord, tu vas soutenir bêtement des gens qui viennent d'Afrique, qui vont venir profiter de toute la lutte de ta génération de famille. D'accord ? Des générations de ta famille vont lutter pour que lui vienne arracher le fruit mûr, d'accord, et te cracher dessus. Parce que ce qui va se passer, c'est que si dans 6 mois, dans 1 an, on te prend un arrêt de bus ou tu vas demander un travail ou autre et on te prend pour quelqu'un qui a débarqué en barque il y a 6 mois, voici 5 générations de travail qui sont tombées à l'eau. Je vous donne un exemple avec les États-Unis. Avec les États-Unis, il y a des Noirs qu'on appelle, depuis un census, comment on appelle ça, le recensement, en 1990, ils ont créé un terme américain-africain, n'est-ce pas ? Les Noirs qui rentrent dans cette catégorie proprement sont en fait, et normalement, les Noirs qui sont venus dans le contexte de l'esclavage. Les Noirs dont la famille est venue dans un contexte d'esclavage. Ces gens-là, ils ont souffert, ils ont construit l'Amérique avec leur sang, ils ont obtenu l'indépendance, ils ont obtenu des droits, ils ont obtenu le fait de vivre en tant qu'individu reconnu à part entière. Et qu'est-ce qui se passe ? Il faut savoir que la majorité des Noirs que vous rencontrez aux États-Unis, qui sont identifiés comme Américains d'origine africaine, ne sont pas des Américains d'origine africaine. Ce sont des Noirs qui ont débarqué durant les 30-40 dernières années. Ils ont débarqué d'Afrique, ils ont débarqué des Caraïbes, etc. Ça signifie, et c'est ceux-là qui posent le plus de problèmes aux États-Unis. Pas les Noirs qui sont là depuis des générations, vous comprenez ? Par contre, tout le monde assimile, parce que c'est l'État qui le veut, parce que l'État a créé une seule catégorie. Ils ont fait exprès de brouiller les pistes pour que tout le monde soit mélangé dans le même bac. D'accord ?
Le noir qui a souffert, qui a construit le pays, et le noir qui est débarqué hier sont exprès par le flou étatique voulu, sans mélanger dans la même catégorie. D'accord? Donc, pareil, si tu es, je ne sais pas, c'est d'origine arabe ou tu es n'importe quoi, ce qui va se passer, c'est que cette immigration ne va pas aller dans ton intérêt. Alors, si tu es quelqu'un qui travaille, si tu es contribuable, ben, l'équation qui s'applique à toi, c'est l'équation de tout pour tout le monde. Ça signifie que tu vas devoir payer pour ces gens de ta poche, d'accord? Tu vas donc les faire passer en priorité par rapport à toi, et pas seulement par rapport à toi, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à tout ce monde. Deuxièmement, si tu vis de services sociaux et d'allocations, etc., il faut savoir que le poids qui va arriver sur les services sociaux va les faire éclater. Je vais te dire un truc. En Europe, on imprime l'argent, aux États-Unis pareil, on imprime l'argent pour sauver les banquiers. On n'a jamais imprimé d'argent pour sauver des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer, ne peuvent pas payer leur bouffe, d'accord? Ou qui ne peuvent pas se soigner. Donc là, tu peux vraiment te rassurer. Si le système éclate, tu vas le payer. Tu vas payer toi. Ce n'est pas les riches qui vont le payer. Les riches continueront toujours à aller vers leurs cliniques privées, continueront toujours à envoyer leurs enfants vers des écoles privées, mais c'est toi qui vas le payer, qui est tout en bas de l'échelle. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment considérer. Deuxièmement, si tu vis en Europe, légalement, peu importe depuis combien de temps tu vis, si tu es intégré socialement en Europe, considère-toi comme plus chanceux que plus de 90% de l'humanité. Parce que pratiquement partout dans le monde, il n'y a pas de gratuité des soins, il n'y a pas de services sociaux, il n'y a pas d'hôpital public, etc. Dans la majorité du pays. Juste parce que beaucoup de gens vivent en Europe, qu'ils y soient nés ou pas, ont l'impression que tout ça c'est acquis, n'est-ce pas? Ils ont l'impression que leur façon de vivre est quelque chose de relativement normal partout dans le monde. Ben c'est pas vrai. Je te donne un exemple. Je connais des gens, ils ont fait un accident dans un pays du Maghreb, je vais pas dire lequel, c'est pas l'Algérie, mais je vais pas dire lequel. Tu sais ce qui s'est passé? Ils ont fait un accident de voiture. Il y a quelqu'un de leur famille, ils étaient en vacances, il y a quelqu'un de leur famille qui a dû prendre un sac d'argent, qui a dû aller changer des euros, etc. au marché noir, et il a dû prendre l'avion et aller chez eux pour leur apporter l'argent pour qu'ils se soignent, d'accord? Ceux qui étaient dans leur chambre, ceux qui pouvaient encore marcher, y compris un qui était dans le coma et qui venait de sortir du coma, d'accord, ont dû sortir et dormir dans une voiture qu'on leur a prêtée. D'accord? Ils ont dû dormir dans une voiture dans le parking de l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de quoi payer. Okay? Et ça, c'est le cas pratiquement. Aux États-Unis, c'est pareil. En fait, il y a énormément, enfin, je vais dire pas énormément, l'humanité vit à ce rythme. D'accord? L'humanité vit comme ça, c'est normal. Donc, ce qui va se passer avec ce système-là, c'est que on va tous les rejoindre. On va les rejoindre de cette façon-là. Ça signifie, on va, d'ici très peu de temps, on va éclater le système social. En France, vous allez éclater la Sécu, éclater la CMU, éclater la CAF, éclater tout ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant. Donc même si vous êtes étranger, même si tu es étranger, ou bien tu es dans la misère, ou tu es sur la ligne de pain, et tu vis de ce genre de choses, si on les éclate, eh ben t'es nu. Tu comprends? T'as une main devant, une main derrière. Ils vont pas imprimer l'argent pour te sauver la gueule. C'est ça ce que je cherche. C'est ça que je cherche à transmettre. Donc moi, par exemple, je vis ici. Mon statut social, c'est quoi? Je suis un travailleur contribuable. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis censé soutenir les gens qui vont venir phagocyter tout le fruit de mon travail. Voilà, je suis censé les soutenir. C'est dingue tout ça. Et je vais vous dire un truc. Il y a une mentalité que j'ai remarquée, c'est une mentalité extrêmement mauvaise aussi. C'est une mentalité, sorte de revancharde, colonialiste, dans le style, oui, ben les Européens, ils ont tué les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique, c'est un petit peu, j'allais presque dire, c'est comme les Palestiniens. Je veux dire, chaque fois qu'on a besoin, on les sort. Hein, donc, ils ont tué les Indiens d'Amérique. Ah ben maintenant c'est normal qu'ils se fassent remplacer, c'est normal qu'ils se fassent écraser, c'est normal qu'ils se fassent nettoyer ethniquement, hein, parce que eux ils l'ont fait, donc c'est normal que je le fasse. D'accord? C'est cette mentalité revancharde, c'est une mentalité qui se dit ah ben tant mieux pour les Européens. Et là on va trouver des gens qui ne souhaiteraient pas des réfugiés pour le Maroc, pour l'Algérie, pour la Tunisie, etc. mais qui les souhaiteraient pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Autriche, pour l'Angleterre. Okay? Parce qu'ils rêvent de voir ces pays tomber. Le problème, j'aimerais vous dire un truc, c'est que dans nos pays, hein, on va laisser le puits avec son couvercle, mais dans nos pays,
On ne fabrique même pas une aspirine. De sorte que si un jour ce monde occidental que vous voyez ici s'écroule, je peux vous dire, on ne survivra pas 6 mois après. Hein. D'accord? Parce que on devra aller chez nos guérisseurs et chez nos charlatans à Ruqya pour nous soigner. Hein, vous comprenez? Donc il faut bien comprendre un petit peu la logique qu'il y a dans ce monde. En tout cas, je dis cela tout en pensant quand même qu'il y a un drame humain qui est en train de se jouer. Il faut bien me comprendre. Je ne suis pas en train de dire il n'y a pas de drame humain. Non, il y a un vrai drame humain. Mais vous savez, vous demandez à un pompier, un secouriste, un médecin urgentiste. La première règle du secourisme, c'est quoi? C'est de ne pas prendre de risques soi-même. C'est de ne pas se mettre dans une situation pourrie soi-même. Donc, s'il faut aider des millions de gens qui débarquent, là, c'est pas on va aider personne. Là, on va aider les 100, 200, 300 premiers 1000 qui vont arriver. Et puis après, on aura tout qui va s'écrouler. Puis c'est tout. Hein. C'est pour tout le monde. Hein, d'accord? Et je trouve les hommes politiques européens absolument irresponsables parce qu'ils sont en train de créer des appels d'air, sachant pertinemment qu'ils ne peuvent pas offrir une vie décente à ces gens. Ils savent pertinemment, ils le savent d'avance, que même les gens qui sont nés là, beaucoup n'ont pas de travail, beaucoup n'ont pas de domicile, beaucoup ne mangent pas à leur faim, beaucoup doivent choisir, des retraités doivent choisir entre se chauffer et manger l'hiver, d'accord? Ils savent cela. Et malgré tout, ils lancent des appels d'air en disant on peut accepter des millions de gens, venez, venez, venez. Ils savent bien que ça ira nulle part, ils savent bien que ça ira au désastre. Mais voilà, ils le font de manière irresponsable, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je n'ai pas la moindre idée pourquoi. Enfin, voilà, je vous laisse mes amis et puis on se voit un autre jour.